Donc, c'est bon, on passe à la deuxième présentation, toujours dans le cadre des avancées thérapeutiques dans la prise en charge des cancers bronchiques, avec notre cher collègue et ami professeur Rice, service oncologie médicale, donc point de vue d'oncologue. Merci beaucoup, cher professeur Karim. Alors, je suis très ravie d'être parmi vous. Je remercie le comité d'organisation, principalement mon ami professeur Hind Sahem pour son invitation et pour la qualité d'organisation de ce congrès. Donc, je la remercie de m'avoir confié de parler de ce sujet qui est très vaste. Et je vais essayer un petit peu de résumer les différentes données de la littérature concernant les avancées thérapeutiques de ces dernières années, même si c'est un peu difficile. Mais j'ai choisi un petit peu de vous parler spécialement du cancer bronchique non à petite cellule, où les avancées thérapeutiques sont nombreuses. Et donc, où les avancées thérapeutiques sont nombreuses. Après, on va toucher un petit mot sur les carcinomes bronchiques à petites cellules. Donc, comme vous le savez, le cancer de poumon, c'est un cancer qui est très fréquent, mais aussi très mortel. C'est le cancer qui est responsable d'un taux de mortalité qui est le plus important au monde. Mais on a constaté ces dernières années, comme vous le savez tous, une nette amélioration de la survie globale des patients, principalement dans les stades avancés, où c'est les stades qui sont les plus fréquents. Environ 60 à 70% des patients sont diagnostiqués à des stades localement avancés ou stades métastatiques. Et ceci grâce surtout à ce qu'on vient de voir avec notre ami professeur Msuge concernant les avancées thérapeutiques en ce qui concerne la chirurgie mini-invasive, aux avancées thérapeutiques également en ce qui concerne la radiothérapie par l'introduction des nouvelles techniques de radiothérapie et la radiothérapie stéréotaxique, mais principalement grâce aux avancées qu'on va voir concernant le traitement médical, puisque ça concerne la plupart des patients actuellement, aussi bien dans les stades localisés que dans les stades métastatiques. Et si on veut avoir une petite idée actuellement sur la survie globale des patients, il s'agit d'une avancée majeure, puisqu'on est parti de moins 5% à 5 ans, il y a quelques années. Ici, par exemple, dans le registre néerlandais, on voit que les patients qui sont traités par immunothérapie, par exemple, ont une survie globale à 5 ans de 25%, ce qui constitue vraiment un quart de patients qui sont encore vivants à 5 ans, et c'est une réelle avancée ces dernières années, comme je vous ai dit, grâce en grande partie au traitement médical. Alors, comment on traitait les patients auparavant? On se basait essentiellement sur des traitements médicaux qui sont surtout la chimiothérapie. Puis les choses ont évolué, on distinguait les patients par rapport à leur histologie, carcinome épidermoïde, carcinome non épidermoïde. Mais plus récemment, grâce surtout à l'évolution de la biologie moléculaire, et à la meilleure connaissance des mécanismes de la cancérogenèse du cancer de poumon, on a pu identifier des anomalies et des altérations moléculaires qui sont dites ciblables et qui ont permis un petit peu de développer des thérapies ciblées sur ces anomalies moléculaires qui ont permis d'apporter des bénéfices et des avantages en survie chez ces patients. Et puis aussi, plus récemment, on a eu un grand progrès thérapeutique avec l'avènement de l'immunothérapie qui a changé un petit peu le paradigme chez les patients chez qui ils n'ont pas de mutation, ils n'ont pas d'anomalie qui est actionnable, chez qui on pourra administrer l'immunothérapie, comme on va le voir. Donc, le mot-clé de cette prise en charge, en fait, c'est de savoir sélectionner les patients, qu'on va sélectionner très souvent à partir de l'identification de ces anomalies moléculaires. Il faut s'attacher à rechercher ces anomalies, surtout chez les patients qui ont un carcinome non épidermoïde et chez qui on va identifier une anomalie qui peut être ciblable. Puis tous les autres patients vont être traités
on ne va pas dire de la même manière, mais ils peuvent bénéficier d'immunothérapie ou d'immunochimiothérapie. Donc, la stratégie... Donc, ces avancées aussi, ils ont touché tout d'abord les stades métastatiques, mais puisque ça marche bien dans les stades métastatiques, les thérapies ciblées ou l'immunothérapie, pourquoi pas ne pas les utiliser à des stades de plus en plus précoces? Et on sait qu'en oncologie, en général, si on utilise un traitement de plus en plus précocement à des stades plus localisés, on a de meilleurs résultats et on peut encore éviter les rechutes, éviter la progression des maladies et améliorer les survies. Donc, tous ces médicaments, ils ont un petit peu migré des stades métastatiques vers les stades localisés, on va le voir, et ils ont permis aussi d'améliorer le pronostic et apporter de grandes avancées dans la prise en charge des stades localisés des cancers bronchopulmonaires. Donc, la première étape, comme je vous ai dit, c'est la recherche d'altérations moléculaires qui est systématique. Alors, chez qui on va rechercher ces altérations moléculaires? Surtout chez les patients qui sont, comme je vous ai dit, non épidermoïdes, on va dire dans les stades métastatiques, même chez les épidermoïdes, mais qui sont non-fumeurs. Lorsqu'on parle de non-fumeurs, c'est égal à moins de 100 cigarettes dans la vie de la personne. Donc, la recherche se fait actuellement pour tous les non-épidermoïdes à partir du stade 1B. Il y a quelques années, quand j'ai fait cette présentation, c'était le stade 4 uniquement. Actuellement, c'est à partir du stade 1B parce qu'il y a actuellement les indications de ces traitements à partir des stades localisés. Pour les non-épidermoïdes également, pour les stades 2 et 3, on va rechercher PDL1, EGFR et ALK. Et puis pour les stades métastatiques, tout confondu, on va rechercher PDL1 avec les autres mutations. Et pour les non-épidermoïdes, pour les épidermoïdes, c'est PDL1. Et s'ils sont non-fumeurs, on va les considérer comme les non-épidermoïdes. Alors, qu'est-ce qui est de nouveau ces 2 dernières années? En fait, c'est la recherche de la mutation RET, qui n'était pas obligatoire. Maintenant, elle est obligatoire, surtout en France, en Europe, parce qu'il y a une nouvelle AMM d'une molécule qui cible l'anomalie RET. Et surtout, il faut s'attacher à rechercher ces anomalies moléculaires. Et là, j'appelle nos amis pneumologues et radiologues qui font les biopsies très précocement. C'est qu'il faut rechercher ces anomalies très précocement, c'est-à-dire dans les 14 jours qui suivent la biopsie. Ça a été démontré que ça apporte de meilleurs résultats et de meilleure identification des anomalies plutôt que les rechercher plus tardivement à 1 mois ou 2 mois ou 3 mois. Donc la qualité toujours de la biopsie est très importante. Actuellement, ça doit être des biopsies qui sont de grande taille et qui sont significatives pour la recherche de toutes ces anomalies qui existent. Donc les stratégies thérapeutiques ne vont pas dépendre uniquement de ces anomalies, mais surtout du stade clinique. On va intégrer dans la stratégie l'état clinique du patient, son OMS, la possibilité de la résicabilité, de l'opérabilité, le profil biomoléculaire, mais également et surtout dans notre pays et dans les pays qui n'ont pas beaucoup de ressources pour le traitement, les disponibilités thérapeutiques, les coûts et l'AMM. Et bien sûr, ça doit être fait dans un cadre pluridisciplinaire. On ne peut pas imaginer actuellement une prise en charge qui ne prend pas en considération le patient dans sa globalité. Et cette réunion doit impliquer bien sûr tous les intervenants, les pneumologues, les pathologistes, les radiologues, les oncologues médicaux, les radiothérapeutes, donc les chirurgiens bien sûr, tous les actionnaires de cette prise en charge. Donc, j'ai préféré de parler un petit peu par rapport au stade clinique, comme ça, on pourra voir plus précisément qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux dernières données récentes. D'abord, on va commencer par les stades métastatiques. Comme on voit, il y a un changement de paradigme ces dernières années avec cette identification des anomalies moléculaires. Donc, lorsqu'on a une addiction oncogénique, lorsqu'on a une altération moléculaire, c'est-à-dire que cette cellule va dépendre dans sa prolifération de cette anomalie moléculaire, donc elle sera beaucoup plus susceptible de répondre à cette anomalie, et on a un gradient qui va partir vers le bas, elle va répondre beaucoup moins à l'immunothérapie et beaucoup moins à la chimiothérapie, contrairement
aux tumeurs qui n'ont pas d'altération, qui seront beaucoup plus susceptibles de répondre aux autres thérapeutiques. Donc, on doit s'attacher, bien sûr, à rechercher ces mutations. Au départ, on a commencé avec 4 ou 5 mutations. Maintenant, on est à 10 mutations. Et avec ces 10 mutations, on a actuellement, je vais dire, 27 AMM européennes dans différentes situations, métastatiques surtout. Donc, ils sont à recherche. Ces mutations, donc on les voit 10. Les plus fréquentes sont les mutations EGFR, de l'ordre de 12 à 15%, ALK, environ 5%, et puis tous les autres, c'est 1 à 2% des mutations. Les mutations RAS, bien qu'elles sont très fréquentes, malheureusement, il n'y a que quelques-unes qui sont ciblables, comme la mutation KRAS G12C. Donc, le nombre de biomarqueurs cliniques il est en train d'augmenter de façon très importante, et bien sûr, ça implique qu'il y a des molécules qui sont développées. Donc, juste, je vais donner l'exemple de la mutation EGFR. Actuellement, pour ceux qui ne le savent, pour un petit peu expliquer, c'est une mutation d'un récepteur de facteur de croissance, le GFR, qui est activé de façon, une fois muté, il est activé de façon constitutive, et ça va activer des voies de signalisation sous-jacentes, la voie RAS, RAF, MAP, kinase ou les autres voies qui vont impliquer une prolifération, une angiogenèse, une migration, donc une prolifération tumorale. Et quand cette voie est activée, ça va conférer à la cellule ce qu'on appelle une addiction oncogénique, c'est-à-dire que la cellule va dépendre que de cette voie pour proliférer. Donc, si on bloque cette voie, la cellule, normalement, va mourir, elle ne va plus proliférer. C'est ça la base de l'utilisation de ces molécules qui inhibent ces mutations, notamment les inhibiteurs tyrosine kinase. Donc, leur développement a connu de grandes évolutions ces dernières années. On est parti de la première molécule qui est l'erlotinib, un anti-EGFR à l'année entre 2005 et 2006. Actuellement, on est vers 27 molécules, comme je viens de vous le dire, incluant aussi bien des inhibiteurs tyrosine kinase comme des anticorps anti-EGFR, comme l'amivantamab, qui vient d'atterrir au Maroc il n'y a même pas quelques jours. Donc, c'est vraiment, ça reflète la grande variété des mutations et aussi la grande variété de l'évolution de ces anomalies et de développement de ces molécules qui est vraiment en plein essor, et à chaque fois on est en train de développer, je vous assure qu'on se perd actuellement avec tous ces noms. Comme je vous ai dit, actuellement les recommandations de l'ESMO, ça c'est les plus récentes qui datent de 2023 de l'European Society of Medical Oncology. On se retrouve, comme je vous ai dit, en première ligne avec 27 indications. Donc, c'est vraiment très important. Donc, il faut s'attacher à rechercher ces mutations dès le départ pour pouvoir les cibler. Donc, je vais donner ici l'exemple de la mutation ALK, qui est, comme je vous ai dit, elle représente 2 à 5% des cancers du poumon. Cette mutation, c'est pas une mutation, c'est un réarrangement, une translocation de la protéine ALK, donc qui a été ciblée par plusieurs lignes thérapeutiques qui sont des inhibiteurs de tyrosine kinase de première, deuxième et troisième génération. Alors la dernière génération, c'est l'orlatinib, et ce que je voulais vous montrer surtout, c'est cette différence, voilà, de courbes. Vous pouvez passer. C'est cette différence de courbes avec des hazard ratios qui sont très importants, c'est-à-dire on a une différence très importante qui apparaît depuis les 4 premiers mois, et les courbes se séparent de façon très importante. On a des différences de survie qui sont phénoménales, et actuellement on ne peut pas voir ces patients sans pouvoir les traiter avec ces thérapeutiques. Donc ces patients, comme vous voyez, ils sont en train de vivre plus que 5 ans, c'est des longs survivants, donc ça aussi implique l'utilisation
l'utilisation de ces traitements au long cours et bien sûr ça implique aussi le coût très important de ces molécules. Donc si vous voyez bien actuellement avec l'osimertinib qui est la molécule de 3e génération qui bloque le GFR, on est arrivé à des survies médianes qui avoisinent les 36 mois et avec le lorlatinib à des survies qui dépassent les 5 ans. Donc actuellement, vraiment, on est dans des développements thérapeutiques très importants. Donc, bien sûr, si on voit ces molécules, on n'arrive pas quand même à guérir les patients, même si on bloque ces mutations, on n'est pas arrivé à avoir des résultats de guérison, de stopper complètement la maladie. Donc on a essayé toujours de faire mieux. Il y a plusieurs stratégies qui ont été développées, associer ces traitements avec des anti-angiogéniques, contourner les résistances. Quand vous imaginez, si on bloque la voie, une autre voie qui va s'activer. On aura la combinaison des TKI et de la chimiothérapie qui est la stratégie la plus prometteuse. Ici, je vous donne l'exemple de l'association d'un inhibiteur tyrosine kinase et de la chimiothérapie, mais là, on revient à l'ère de la chimiothérapie, de l'association de la chimiothérapie, même si c'est pour quelques séances, ça pose la problématique de revenir à l'hôpital. L'avantage de ces traitements, j'ai oublié de vous le dire, c'est qu'ils sont tous par voie orale et ça rend vraiment encore plus facile la vie des gens. Même au stade métastatique, ils peuvent vivre longtemps et même travailler et avoir une vie qui est tout à fait ordinaire comme des patients normaux. Donc, en absence de driver oncogénique, on a l'immunothérapie. Alors, l'immunothérapie, on avait la chimiothérapie avant, mais on est arrivé à un plafond thérapeutique. La survie avec la chimiothérapie, vous le savez, ça ne dépassait pas 9 à 12 mois. Donc, avec les molécules les plus récentes et les plus efficaces de chimiothérapie, on est à 12 mois de survie médiane, avec plusieurs lignes thérapeutiques, d'où c'était l'intérêt de développer un nouveau paradigme de traitement. À la place de cibler les cellules par la chimiothérapie, on cible plutôt l'immunité, qui est un petit peu en énergie et en immunotolérance, pour un petit peu restaurer et réveiller cette défense immunitaire. Donc, c'est en ciblant les inhibiteurs de checkpoint, c'est les points de contrôle immunitaire qui sont qui un petit peu sont responsables de cette immunotolérance, en les ciblant par des anticorps, soit la plupart du temps le programme DEST1 qui est l'un des points de contrôle les plus connus, en le ciblant par des anticorps, on pourra réveiller cette défense immunitaire et la réactiver. Donc on a plusieurs molécules qui ont été développées ces dernières années, des anticorps anti-PD1, anti-PDL1, qui ont connu plusieurs développements. On revient aussi à l'utilisation des doubles immunothérapies de plus en plus. Donc, qu'est-ce qu'ils permettent, ces immunothérapies? Seuls, ils permettent d'augmenter la survie. On voit ici à 1 an une augmentation significative de plus de 50% des patients qui sont survivants à 1 an et qui commencent à avoir un plateau, c'est-à-dire que les patients qui survivent et qui répondent, ils peuvent rester comme ça. C'est ça la caractéristique d'utilisation de l'immunothérapie. C'est des patients qui vont avoir des réponses longues et qui sont stables et qui restent comme ça pendant plusieurs années. Alors, qui répond à l'immunothérapie? On n'a pas vraiment de biomarqueur qui est très pertinent. On a le PDL1, mais qui reste quand même un biomarqueur pas aussi pertinent que les mutations EGFR. Alors, comment on fait pour choisir? En fonction du PDL1, on a plusieurs catégories. PDL1 supérieur à 50%, où on préfère d'utiliser l'immunothérapie seule. PDL1 entre 1 à 49%, ou même PDL1 négatif, où on préfère utiliser l'immunothérapie en association avec la chimiothérapie. Donc, le choix va dépendre surtout si la maladie elle est indolente ou
elle est agressive. Lorsque la maladie elle est indolente, surtout quand le PDL1 supérieur à 50%, on va choisir la monothérapie. Lorsque la maladie est de petit volume, oligométastatique, mais quand la maladie elle est agressive, très symptomatique, il faut bien sûr agir vite, avoir une réponse qui est très rapide, donc on va aller plutôt vers l'association de l'immunothérapie et de la chimiothérapie. Et bien sûr, ça se décide en réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc, je vais passer très rapidement au stade localisé. Donc, comme vous savez, comme vient de le dire notre ami, le standard thérapeutique reste la chirurgie dans ces stades, mais quand même, lorsqu'on voit, il y a beaucoup de patients qui vont rechuter. Selon le stade, 33 à 66% des patients vont rechuter après cette chirurgie, même avec la chimiothérapie qui est restée le standard pendant plusieurs années, qui était administrée chez 40 à 50% des patients. Et c'était une chimiothérapie standard à base de sel de platine, mais qui n'apportait qu'un bénéfice de plus de 4% en survie, en bénéfice absolu. Donc le bénéfice n'était pas très important. Donc ce qui a poussé à développer de nouvelles stratégies, ça c'est les nouvelles stratégies qui ont été proposées par la Société européenne. Soit on propose un traitement néoadjuvant, comme ça on améliore les réponses thérapeutiques, soit on propose un traitement adjuvant, surtout avec les nouvelles thérapies, ou bien la stratégie qui est actuellement plus à la mode, c'est la stratégie périopératoire néoadjuvante, puis qui va permettre de programmer un traitement adjuvant par la suite. Donc, si on veut, ça a été développé d'abord pour les thérapies ciblées. Comme on vient de le dire, ça ne concernait pas uniquement les stades localisés, mais aussi les stades métastatiques. Donc on a ici, pour les patients qui sont mutés GFR et ALK, on a 2 AMM actuellement. La mutation GFR a été étudiée dans cet essai ADORA qui a démontré avec un hasard ratio qui est vraiment spectaculaire, donc moins de 80% de rechute, plus de 80% de diminution de risque de rechute avec l'osimertinib en adjuvant après la chirurgie, ce qui est vraiment très important. Et avec, pour la mutation ALK, avec l'alectinib, une diminution de risque de rechute également qui est très importante. Donc les courbes qui se séparent de façon très significative. Donc pour l'immunothérapie, comme je vous ai dit, plusieurs essais en adjuvant puis en néoadjuvant, et qui ont abouti à plusieurs AMM, donc actuellement avec le pembrolizumab, l'atezolizumab, et en néoadjuvant, nivolumab n'existe pas encore au Maroc. C'est la stratégie que personnellement, pour le moment, je trouve la plus économique. Dans l'essai Checkmate, on a fait 3 cures en néoadjuvant, puis on a obtenu des résultats qui étaient significatifs sans aucun traitement en adjuvant. Donc on faisait 3 cures uniquement d'immunothérapie. Et vraiment, c'est une stratégie qui peut peut-être convenir aux pays qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc actuellement au Maroc, selon les guides des protocoles thérapeutiques marocains en oncologie, on a inclus les 4 molécules, l'osimertinib, alectinib, atezolizumab et pembrolizumab en adjuvant. Et après, bien sûr, viendra les autres molécules comme le durvalumab qui est actuellement disponible et qui va gagner cette indication également. Donc, je vais passer sur ça. Donc, pour les stades localement avancés, le traitement standard pendant longtemps, c'était la radiochimiothérapie concomitante, jusqu'à l'arrivée de cet essai Pacifique en 2018 avec cette molécule qui est l'immunothérapie en consolidation, c'est pas en adjuvant, c'est en consolidation après après la radiochimiothérapie concomitante. Actuellement, c'est un standard thérapeutique. La molécule est disponible au Maroc depuis quelques mois. Donc, c'est le nouveau. C'était suite à cet essai de phase 3 qui est l'essai Pacifique, qui a démontré une survie globale, une amélioration nette de la survie globale, 47 mois versus 29 mois, donc c'est très important. Et puis plus récemment, l'osimertinib en maintenance après la RCC, donc il a pris toutes les indications post-chirurgie, post-radiochimiothérapie concomitante pendant 3 ans, donc on continue, donc qui a amélioré également la survie de façon très significative avec des courbes qui se séparent de façon très nette.
Donc la stratégie globale actuellement. Alors un petit mot pour les petites cellules qui sont malheureusement ont bénéficié de beaucoup de progrès, mais pas autant que les carcinomes non à petites cellules. Comme vous savez, depuis les années 70, c'était les traitements à base de chimiothérapie et jusqu'à arriver actuellement des inhibiteurs de points de contrôle, donc l'immunothérapie en situation métastatique dans les CPC diffus. On a deux molécules qui sont standards, l'atezolizumab et le durvalumab. Et cette année a été présentée en post-radiochimiothérapie concomitante, donc dans les CPC localisés, on peut administrer une immunothérapie en situation de consolidation. Donc tout ça, c'est... J'espère que j'ai pu un petit peu résumer toutes les avancées thérapeutiques qui sont très nombreuses. J'insisterai surtout sur l'importance de l'approche multidisciplinaire pour ces traitements, pour la gestion de nos patients. On ne peut pas tout seul, chacun dans son coin, gérer un patient, surtout parce que ces patients, avec tous ces médicaments, vont développer de nouvelles toxicités. Je n'ai pas en parlé, il n'y a pas beaucoup de temps, mais surtout, c'est surtout des toxicités pulmonaires, des toxicités immunitaires, d'ordre dysimmunitaire, des toxicités qu'on ne connaissait pas avant. Donc, ça va demander une approche multidisciplinaire de plus en plus vaste dans le futur, et je vous remercie. Donc, bien sûr, en insistant sur la lutte anti-tabac. Donc, merci, professeur Rice, pour cette présentation de qualité avec des idées assez pertinentes. Donc, moi aussi, de même avis, hein, je suis radiologue et je le dis, l'approche pluridisciplinaire, elle est importante dans tout ce qu'on a comme avancée thérapeutique dans la prise en charge de cancer pulmonaire. Donc, je demande... Oui. Professeur Rice, pour ton exposé, vraiment, tu as fait, en si peu de temps, tu as pu faire un tour de la question qui n'est pas aisée à faire, je le conçois. Je voulais juste faire une remarque par rapport à ce que tu as dit pour les drivers oncogéniques. Tu as dit qu'actuellement, il fallait chercher 10 drivers oncogéniques. Ben, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que rechercher 10, à moins d'avoir la NGS, il va falloir les payer. Et vous savez que quand même, il faut essayer de faire le plus d'économies possible. Surtout si l'on sait qu'en aval, on ne va pas avoir de thérapeutique. Donc, comment ça va servir? Moi, je pense qu'il faudrait se suffire, chez nous, du PDL1, bien sûr, et le GFR, parce qu'on sait qu'on en a beaucoup. Et là, peut-être le CARAT, c'est tout. Hein. Oui. Alors, moi, je parlais, effectivement, vous avez tout à fait raison. Moi, je parlais des avancées thérapeutiques globalement, ce qui se passe dans le monde, sans préciser ce qu'on a au Maroc. Actuellement, bien qu'on a de temps en temps, et heureusement grâce à l'aide de certains laboratoires, on a des vouchers pour les NGS, mais pas tous les patients peuvent le faire. Généralement, on s'attache à faire le NGS pour trouver des mutations dès le départ, si on peut. Mais ce qui est important, bien sûr, c'est qu'on va demander les mutations qui ont un intérêt thérapeutique, qui ont une application theranostique. PDL1, actuellement, pour le moment, ce qu'on a, c'est PDL1, EGFR, ALK, ROS, même si elle est beaucoup plus rare, on ne la voit pas beaucoup, mais quand même, au moins EGFR, ALK, c'est... On voit surtout chez nous au Maroc. Oui, c'est exactement ça. Les trois, on les demande de façon systématique, après les autres... Vous avez aussi insisté sur la qualité des prélèvements. J'en profite du fait qu'on soit ici dans une ambiance, dans un milieu de pneumologue, pour insister sur la qualité des prélèvements. Bon, si au niveau des ponctions transpariétales, on a le loisir d'avoir des carottes avec un tissu assez conséquent, avec les prélèvements bronchoscopiques, ce n'est pas le cas. Et je pense que les recommandations actuelles de la Société d'Anapat, c'est de faire au moins 5 prélèvements. Donc, quand on fait une bronchoscopie, nous autres pneumologues, il ne faudrait pas se suffire de 1 ou 2 petits, au moins 5, d'autant que ce sont des prélèvements en général millimétriques. Au moins 5, on doit faire. C'est difficile, ça c'est notre vraiment problème quotidien, c'est lorsqu'on veut
faire plus d'analyses. Le premier, il est parti avec l'anapathe, le deuxième avec l'immunocytochimie pour voilà, les mutations. Et on est parfois obligé de refaire la biopsie, ce qui prend voilà, ce qui est difficile. Mais je comprends aussi que c'est un peu difficile, je ne sais pas techniquement, c'est par rapport de faire plusieurs biopsies souvent. Après, ça dépend. Idéalement, il faut faire entre 4 et 6 biopsies selon les recommandations. Après, ça dépend. Des fois, il y a des patients qui saignent, il y a des patients, il y a certainement des contraintes au moment de la réalisation du geste. Mais c'est l'idéal, effectivement. Voilà. Merci, professeur Arès, pour votre présentation. Donc, juste une question sur les effets secondaires de l'immunothérapie, parce qu'on suit beaucoup de patients sous immunothérapie et on trouve vraiment des difficultés à gérer certains effets secondaires, notamment la toux chronique, qui nous pose vraiment un problème chez ces patients et c'est une toux qui ne répond pas au traitement usuel. Est-ce que vous avez l'expérience à gérer C'est le contraire. Effectivement, c'est l'intérêt voilà, de la collaboration avec tous nos amis. En effet, pour la toxicité pulmonaire, c'est vraiment celle qui est l'une des plus fréquentes, à côté des toxicités cutanées, endocriniennes et digestives. Mais il y a les pneumopathies interstitielles qui surviennent parfois très précocement dans la prise en charge, parfois dans les premières semaines. Et les patients. Alors, le premier moyen de dépister un patient qui commence à avoir une toxicité, c'est la toux. Donc, pour nous, déjà, c'est très important d'insister sur ça. Pour l'apparition de toux, c'est un élément très important. Il faut demander par la suite sur le champ un scanner pour évaluer. Et puis, pour le traitement, bien sûr, ça se base sur la corticothérapie. Et lorsque ça ne marche pas, on vous adresse les patients. Et la corticothérapie, oui. Mais lorsqu'elle est nécessaire, par contre, s'il y a disparition des lésions et on garde une toux chronique, je ne sais pas, c'est plus voilà, une inflammation. Franchement, je ne peux pas vous dire par rapport à la persistance de la toux, après disparition de la toxicité, qu'est-ce qu'on peut faire si quelqu'un a une expérience? Alors, si vous juste un petit... avec le problème avec la corticothérapie, rapidement, c'est qu'il est contre-indiqué avec l'immunothérapie. Ça retarde les autres, c'est-à-dire cure. Donc, à chaque fois, on retarde la cure en attendant d'arrêter la corticothérapie. C'est-à-dire à partir de grade 2, on peut généralement sursoir cette cure. Et pour les grades 3 et 4, il faut commencer une corticothérapie en urgence. On peut pas. Après la dégression, il faut reprendre. Toute la question, est-ce qu'on doit reprendre? On peut reprendre l'immunothérapie par la suite ou pas. Mais généralement, dans la plupart des cas, c'est résolutif.